Senator Dalphond. Merci, Monsieur. Sénateur Dalphond. Honorable Sénateur, we have all heard about the recent violence. Nous avons tous entendu parler des actes violents contre le chef Allen Adams, notamment. L'homme qui a été frappé par une portière de voiture de police, ainsi que Chantal Moore et Rodney Levy. Ce sont des exemples récents qui doivent nous faire comprendre dans quelle mesure le racisme systémique existe au Canada et nous devons en parler de façon urgente. Le racisme, que ce soit contre les Autochtones, les Canadiens noirs ou les autres personnes de couleur, ça n'a rien de nouveau. Pendant des décennies, les tensions raciales ont survécu sous la surface sans qu'il n'y ait vraiment de politique significative mise en place. Ça a pris des morts ici et aux États-Unis pour qu'on mette l'accent sur les pratiques policières au Canada. Ce qui a mené à un débat sur le racisme systémique qui existe ici dans notre pays. Chers sénateurs, je n'ai pas une expérience vécue de racisme et de discrimination, mais je comprends les faits et les données lorsque je les vois. La situation est claire. Le racisme systémique existe bel et bien. C'est une réalité pour une portion significative de notre population. Je comprends qu'il y a à Québec et à Ottawa des élus qui, encore aujourd'hui, ne comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre ce qu'est le racisme systémique. Cela est pour le moins étonnant, considérant les multiples études, rapports de commission, décisions de la Cour suprême et événements récents rapportés dans les médias. Heureusement, le 15 juin dernier, en réponse à un rapport sur le racisme et la discrimination systémique émis par l'Office de consultation publique de Montréal, auquel ma collègue, la sénatrice Sidman, faisait référence plus tôt, la mairesse de la Ville de Montréal a déclaré, et je cite, « Nous sommes fermement engagés à mettre en place des solutions systémiques à ces problèmes systémiques. Nous devons agir maintenant et la Ville de Montréal doit être exemplaire. » Fin de la citation. Selon la mairesse, la reconnaissance de l'existence du racisme systémique au sein de l'administration municipale signifie que le problème est aussi présent, par extension, à l'intérieur du service de police de la Ville de Montréal. La déclaration de la mairesse est marquante, mais encore une fois, pas étonnante. Montréal, comme d'autres villes canadiennes, a été le lieu d'actes de brutalité policière envers les minorités visibles et surtout, de façon plus insidieuse, de pratiques douteuses dont le profilage et le contrôle d'identité des personnes de couleur. Le racisme et la discrimination systémique vont, toutefois, au-delà de la sphère policière. In fact, racism and system... En fait, la discrimination systémique existe toujours dans toutes les sphères de notre système juridique, en dépit du fait que ça a été dénoncé il y a bien des années. Je vais vous donner un exemple important. En 1971, Donald Marshall Jr., bien connu dans les provinces de l'Atlantique, a été reconnu coupable de façon fautive de meurtre et a passé 11 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. En 1990, 7 ans après avoir été remis en liberté, une commission royale, présidée par un juge, l'a exonéré entièrement. La commission a mis en exergue les échecs du système de justice criminelle et a mis en exergue aussi le racisme systémique qui avait mené à son verdict. Ça fait donc des décennies qu'il a fait face à ces inégalités, mais malheureusement, peu a changé. Un rapport de 2014 de l'enquêteur correctionnel a trouvé des preuves de racisme systémique dans toutes les composantes du système de justice criminelle.
un petit peu plus tôt cette semaine. Le caucus des parlementaires noirs a également rendu publique une déclaration. Et pour ce qui est de M. Marshall, il a pris son affaire jusqu'à la Cour suprême au nom des Mi'kmaq. Il revendiquait les droits de pêche. Il a gagné en 99 et on en a beaucoup parlé. C'est un cas de jurisprudence sur les droits de pêche. Mais comme l'a dit le sénateur Christmas l'an dernier, lorsqu'on s'intéressait au projet de loi C-68 sur les droits de pêche, les droits des Mi'kmaq dans le Canada atlantique ne sont pas pleinement reconnus à ce jour, plus de 20 ans après la décision rendue par la Cour suprême. Ça démontre encore une fois que nous, à titre de société, nous n'avons pas un système de justice équitable pour les Autochtones et que le gouvernement n'a pas mis en œuvre les conclusions de la décision rendue par la Cour suprême et ne fait pas valoir ses droits constitutionnels. Dans son rapport, le caucus des parlementaires noirs a fait des recommandations qui sont très importantes et j'aimerais, en fait il y en a 15 en tout, et j'aimerais en parler. Ce sont des choses qui ont été identifiées par le passé, mais rien n'a été mis en œuvre. Éliminer les mesures de peine minimale garantie. C'est quelque chose qui a été demandé au Sénat depuis de nombreuses années. Le gouvernement a promis d'agir, mais nous attendons toujours le projet de loi pour que la chose se concrétise. On nous dit que ça vient, peut-être que ça va venir finalement. Ensuite, changer les restrictions sur les peines conditionnelles, établir des centres à l'échelle du pays à titre d'alternative pour l'emprisonnement. Quatrièmement, mettre en place des programmes d'éducation, investir dans les systèmes de justice réparatrice et d'initiatives communautaires. Mise en œuvre des recommandations des comités parlementaires relativement aux efforts déployés pour renforcer la sécurité publique et s'assurer que les plateformes de médias sociaux sont responsables pour éliminer les contenus haineux. Faire quelque chose pour régler le manque de représentation des Autochtones et des Canadiens noirs pour ce qui est de l'administration de la justice, notamment au niveau de la magistrature, qui devrait provenir de ces communautés. Donner de l'aide juridique supplémentaire aux personnes qui sont surreprésentées dans nos prisons. Réformer la police et les services de sécurité publique, mettre l'accent sur des mesures efficaces en mettant en exergue des méthodes de désescalade, comme on en a parlé dans le Globe and Mail il y a quelques jours. Réallocation de fonds au profit de services sociaux et d'experts de santé mentale pour préconiser les solutions pacifiques et pour collaborer avec les forces policières afin que la police ne se serve pas autant des armes. Éliminer le profilage racial et la demande de pièces d'identité. Régler la surreprésentation des Canadiens noirs et des Autochtones dans la population carcérale, mettre en œuvre les recommandations qui émanent de nombreux rapports sur la question. Ça n'a rien de nouveau, ça a déjà été étudié. Remettre en liberté les personnes qui ne posent pas de risque à la société en leur donnant l'appui nécessaire au sein des communautés. Régler le manque de représentation des Canadiens noirs et des Autochtones dans l'administration de la sécurité publique, des agents correctionnels, des systèmes d'administration de remise en liberté et demander des caméras corporelles pour l'ensemble des policiers. C'est quelque chose qui a été
avalisé par le Premier ministre finalement. Il existe des solutions, chers collègues. En fait, il nous faut la volonté pour les mettre en œuvre. On ne peut pas en parler théoriquement. On n'a pas besoin de commissions supplémentaires, on n'a pas besoin de rapports supplémentaires. Nous devons absolument passer à l'acte. Bien intéressant de Noémie Mercier, publié dans l'Actualité. Elle explique éloquemment comment la femme noire se retrouve constamment oubliée des tables de conférence, dans les milieux de travail, mais aussi dans le débat sur la discrimination systémique. Elles sont les grandes oubliées du racisme. Mme Mercier indique que, par contre, les femmes noires sont 2 fois plus à risque d'être interpellées par les policiers que les femmes blanches. Elles existent alors et sont plus susceptibles de faire face à des démêlés avec la justice que les femmes blanches. La situation est loin d'être propre à Montréal ou au Québec. Comme l'indique Mme Mercier, à Halifax, les femmes noires sont 3,6 fois plus à risque d'être interpellées par les policiers que les femmes blanches. À Ottawa, les conductrices noires âgées de 16 à 24 ans subissent des contrôles routiers de manière bien plus importante que leur représentation sur la population, 80% plus élevée. Dans l'ensemble du pays, les revenus des femmes blanches représentent 67% de ceux des hommes blancs. Par contre, les revenus des femmes noires correspondent à 56% du revenu des hommes blancs. Bref, les femmes issues des minorités visibles subissent les doubles effets de la discrimination fondée sur le genre et celle fondée sur la race. Pour régler le racisme systémique, il faut mettre l'accent sur le racisme contre les femmes provenant de groupes minoritaires plus particulièrement. Le racisme est encore aujourd'hui une réalité pour les personnes autochtones, noires et de couleur, dans leur interaction avec la police et avec les institutions publiques, de même que dans leur milieu de travail. Nous avons tous, comme citoyens, comme législateurs, comme membres de la société, avons une obligation morale d'adopter des mesures concrètes pour les contrer, et ce, dès maintenant. Merci, thank you, miigwech.